Le mauvais temps, ça ne s'arrange pas. Le plan hors sec maintenu dans 4 départements. Attention, risque maximum d'avalanche dans les Pyrénées. Plusieurs milliers de personnes sont toujours privées d'électricité. La météo, ça s'arrange un peu, mais provisoirement, sur le sud. Brigitte Simonetta dans quelques instants. Le pape Jean-Paul II est arrivé en Inde ce matin pour rendre visite à la communauté chrétienne, une communauté marginale mais active. Que se passe-t-il en Haïti? Les affrontements ont fait des victimes, mais Jean-Claude Duvalier, le président, semble toujours au pouvoir. Rugby, France-Irlande, cet après-midi au Parc et sur Antenne 2, les joueurs ont révisé la règle du jeu. Bonjour, carte blanche à Inès de la Fressange. Carte blanche, comme chaque samedi, nous donnons en effet carte blanche à une personnalité de l'actualité. Aujourd'hui, c'est Inès de la Fressange, mannequin vedette de Chanel, superstar de la mode, il faut le dire. Mais un mannequin qui parle, eh bien, vous pourrez vous en rendre compte. Vous pourrez vous en rendre compte aussi à travers les sujets qu'elle a choisi de faire traiter aujourd'hui. Et avec son invité, ce sera Daniel Cohn-Bendit, qui en principe devrait être en direct avec nous depuis Francfort tout à l'heure. Je le vois déjà, nous parlerons avec lui tout à l'heure. Mais tout de suite, l'actualité. Inès, quand vous le souhaitez d'ailleurs, vous intervenez sur cette actualité. Le mauvais temps d'abord, même si les conditions s'améliorent, le plan hors sec est maintenu ce matin dans 4 départements du sud de la France. Alors attention surtout dans les Pyrénées, où il y a un risque maximum d'avalanche. Soyez très prudents, car il ne faut pas que la liste des victimes de ces intempéries s'aggrave. Le point, Pascal Deschamps. Une neige capricieuse qui cesse de tomber pour reprendre de plus belle 2 heures plus tard. Une neige qui n'a pas fait de nouvelles victimes au cours de la nuit et de la matinée, mais qui paralyse encore les régions du sud. Dans les Pyrénées, la neige ne tombe plus, mais on redoute maintenant les avalanches. Le risque est maximum pour les 3 jours à venir. Le plan hors sec a dû être maintenu dans les départements de l'Aude, de l'Ariège, des Pyrénées-Orientales et du Gard, où 50 000 personnes sont encore privées d'électricité. Côté circulation, l'autoroute 61 est de nouveau ouverte entre Narbonne et Toulouse, mais l'A9 reste fermée entre Perpignan et le Perthus. Attention, les routes restent impraticables en moyenne montagne. N'essayez pas de rejoindre les stations de sport d'hiver ce week-end, elles sont inaccessibles et toutes, ou presque, ont dû être fermées. Dans les Alpes, la neige est partout, et pas seulement en altitude. Dans les vallées, la circulation est très compromise. Les automobilistes doivent se munir d'équipements spéciaux en dehors des zones urbaines. Enfin, dans le sud-est, les arrière-pays varois et niçois et le département de l'Ardèche restent paralysés. Routes enneigées, villages coupés du monde. Toute la nuit, les pompiers du Var ont dû intervenir pour secourir plusieurs centaines de personnes isolées. Une seule question maintenant, que dit la météo? Réponse par Brigitte Simonetta immédiatement. Oui, la météo parle d'accalmie, en particulier sur les Pyrénées et le Midi pyrénéen. Mais quand on dit accalmie, cela suppose aussi un retour en force d'une situation dramatique. Alors il faudra s'y attendre demain. Vous savez que notre système, c'est le système de la toupie, c'est-à-dire qu'autour d'un centre dépressionnaire, les vents s'engouffrent dans le sens inverse des aiguilles du monde et ramènent les nuages et ramènent la neige. Alors ce centre dépressionnaire, eh bien, il a voyagé cette nuit, il est remonté légèrement. C'est pour ça qu'on parle d'accalmie sur le sud. Cela dit, même s'il y a quelques éclaircies sur les Pyrénées et le Midi pyrénéen, il y aura quelques flocons de neige encore cet après-midi, mais rien de très significatif. Sur le littoral méditerranéen et la Corse, il pleuvait ce matin sur la Corse des averses orageuses. Il y aura quelques éclaircies cet après-midi, mais les averses vont gagner au fur et à mesure la Côte d'Azur et le golfe du Lion. Donc un mélange d'éclaircies, de nuages, d'averses orageuses. Et puis alors ce mouvement tourbillonnaire, il touche maintenant toutes les régions de l'Est et du Nord, en particulier le Massif central où il y aura de la neige encore cet après-midi, les Alpes du Nord, le Jura, et cela remonte sur les frontières du Nord-Est, donc jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Cela déborde très légèrement sur le bassin parisien, en particulier sur l'est du bassin parisien, où cela donne plutôt de la bruine et beaucoup de nuages, et le Morvan, où il neigera encore beaucoup. Enfin, sur les côtes de la Manche et sur le littoral atlantique jusqu'à l'estuaire de la Gironde, c'est un temps mitigé, un mélange d'éclaircies, de nuages et de petites pluies. Cette pluie assez désagréable qui est collante, qui est très fine. Les températures, elles sont en baisse par rapport à celles d'hier. Aux environs de 15 heures, nous irons de -1 à +8 degrés sur la moitié nord et de 1 à 10 degrés sur la moitié sud. Alors attention, demain, il fera très mauvais à nouveau sur les Pyrénées et le Midi pyrénéen.
Une précision, Brigitte, pour cet après-midi au Parc des Princes. Alors, il a plu ce matin, il y avait un peu de bruine, donc le terrain est plus ou moins lourd. Mais normalement, cela devrait s'arranger d'abord légèrement début d'après-midi et à nouveau, il devrait y avoir un peu de pluie et quelques flocons de neige. Nous verrons bien cet après-midi en effet au Parc des Princes, France-Irlande, deuxième match du tournoi des 5 nations, retransmis sur Antenne 2 bien sûr, et une occasion pour le 15 de France de se racheter après la défaite à Édimbourg face aux Écossais. Une défaite due surtout aux méconnaissances de certaines nouvelles règles du jeu. Alors les Français ont révisé. Jean Mamère. En principe, lors d'un match de rugby, lorsqu'un arbitre, de quelque nationalité qu'il soit, appelle un capitaine en aparté, ce n'est jamais bon signe. Un problème existe, de violence ou d'interprétation des règles, mais il existe. L'arbitre est un homme, les joueurs aussi, donc ils vivent leur vie, ils interprètent les règles, pas à leur façon, mais d'une certaine manière, et il y a parfois des divergences, ce qui occasionne ces malentendus. Alors, pour éviter tout malentendu, voilà ce qu'il ne faudra plus faire, avec des exemples concrets. Ainsi, ne pas se coucher sur la balle, comme Jean-Luc Joinel, et provoquer un entassement en ne voulant pas la lâcher. Ne pas chercher trop souvent à franchir la ligne d'avantage sur une balle sortant de la mêlée, sous peine d'être hors jeu et immédiatement sanctionné par l'arbitre. Inutile également de commettre une faute grossière en touche et de vouloir mettre absolument au tapis l'un de ses adversaires. Encore moins recommandé, se servir de son genou pour relever une mêlée mal ordonnée. L'arbitre en général n'est pas loin, ou alors il faut choisir un autre moment. Le jeu tellement enthousiaste engendre des excès et un certain emportement à un moment donné. Donc il faut essayer de se freiner tout en restant très enthousiaste, car le jeu de rugby ne peut pas se jouer s'il n'y a pas un grand excès, justement, un grand enthousiasme. Alors voilà, il faut trouver la juste mesure entre tout ça et c'est très compliqué. Malheureusement, les Irlandais, voilà 2 ans, ont su nous faire pénaliser de notre enthousiasme dans l'enceinte même du Parc des Princes. Pour une sombre histoire de fourchette, les Français n'ont terminé qu'à 14 contre 15 Irlandais. Et ça, il faut le faire. Ce sont, je crois, les champions du monde du pressing, de l'enthousiasme, de l'agressivité même. Et c'est vrai que s'il faut se mettre au diapason, et c'est indispensable pour essayer de les vaincre, il faut en même temps qu'on essaie de ne pas être trop enthousiaste, justement, pour ne pas trop commettre de fautes. Alors c'est un pari difficile à engager. Mais nous sommes les plus malins, et les Écossais en ont déjà fait les frais. À Murrayfield, il y a 15 jours, la touche rapidement jouée sur le coup d'envoi a permis à Berbizier de marquer l'essai le plus rapide de l'histoire du tournoi. 1 minute 30 en tout et pour tout, un record difficile à battre. Alors attention, messieurs les Irlandais. Inès de la Fressange, vous êtes déjà assisté à un match de rugby? Oh, moi j'adore ça, moi, le rugby. C'est vrai? Dès qu'il y a un match à la télévision, ouais, ça me rappelle les soldes chez Chanel quand je vois la mêlée. Mais sérieusement, le sport, ça vous branche? Ah oui, absolument. Ouais. Bon, on en reparlera. En sport toujours, la qualification facile de Yannick Noah pour les demi-finales du tournoi de Philadelphie. Il a battu l'Américain Curran 6-3, 7-6. Prochain tour, en demi-finale, donc, il rencontrera Tim Mayotte qui lui a éliminé Jimmy Connors. Et puis, un résultat de football, c'était hier soir un match en avance de Division 1. Nantes a battu Le Havre au Havre 1-0, Olivier Ray. Les Nantais avaient besoin de se rassurer après une reprise difficile et leur élimination de la Coupe de France. Hier au Havre, les Nantais ont eu une certaine réussite. Alors que les Havrais dominent sous l'impulsion de Primo et Prieur, avec ce tir de Ben Saoula, les Nantais, eux, se montrent dangereux sur contre-attaque, comme ici avec cette tête de Halilhodžić déviée par Casanova. À la 23e minute, sur ce tir de Maurice Dugauche, Casanova est battu. Nantes mène 1-0. Ce petit but, les Nantais vont le défendre avec acharnement, résistant à la foule des joueurs du Havre, bien malheureux comme sur ce tir de Prieur renvoyé par la base du poteau. Ou sur cette main de Derzakarian dans la surface de réparation que l'arbitre ne sanctionne que d'un coup franc. Résultat, Nantes gagne de justesse, c'est l'expérience qui hier soir a parlé au Havre. Les petites phrases de la campagne électorale. Fabius Appo, la devise des 3 mousquetaires de la droite, c'est chacun pour soi et tous contre un. Raymond Barre à Lyon, j'ai quelques satisfactions d'être désigné comme un homme dangereux, c'est M. Barre qui le dit. Michel Rocard, lui, était à Montpellier, le reportage de Jean-Michel Mercurol.
De visite d'entreprise en rencontres militantes, la campagne des socialistes pour Michel Rocard revient souvent à vérifier sur le terrain le bien fondé de ses propres thèses économiques. Petite phrase justificatrice ici et là dans ses discours. Nationaliser à 100%, je n'étais pas pour, dit-il, et cela me donne le droit aujourd'hui de parler plus fort que quiconque pour dénoncer les projets de dénationalisation de la droite. Cette campagne donne l'occasion à Michel Rocard de soigner sa propre image. À l'entendre, c'est grâce à lui à Toulouse qu'a pu se faire l'unité des socialistes enfin réunis sur des bases claires. Sous-entendu, la gauche, il était temps, est devenue réaliste et aujourd'hui, dit-il, même à droite, on n'ose plus dire, par peur du ridicule, que la gauche est incapable de gérer. De même, précise encore Michel Rocard, le retour de la droite, ce ne serait pas l'enfer. Je voudrais vous dire pour ma part que si l'opposition l'emporte, ça ne sera pas l'enfer. Ce ne sera pas l'enfer. La réalité sera plus prosaïque, mais aussi plus ennuyeuse. Ça ne sera pas l'enfer, je crois que ça sera la panne. La panne. Des mécanismes qui fonctionnent bien et puis qui coincent. Des choses qui sont en train de s'améliorer et qui ne s'améliorent plus, ou qui se dégraderont. Et c'est cela, voyez-vous. Le vrai choix des élections, ce n'est pas l'enfer ou le paradis. C'est plus modeste que ça. Mais c'est de savoir si on s'arrête, si on retarde par rapport à ce qui est entrepris et commencé. Le style Rocard n'est pas celui des phrases assassines, plutôt réaliste mais parler vrai, même si cela lui coûte des applaudissements dans les meetings. Il y a ce qu'il dit, mais aussi ce qu'il s'apprête à dire et finalement ne dit pas. Comme hier soir à Montpellier. Son discours écrit s'attaquait à Le Pen, il appelait les socialistes à se réjouir du recul de l'extrême droite, même si cela modifiait certains calculs électoraux. Mais au dernier moment, le passage a disparu, comme si Michel Rocard n'avait pas voulu se voir reprocher une fois de plus de jeter le trouble dans son propre camp. Enfin, pour l'opposition, Bernard Pons à Agde, pour le RPR bien sûr. Il a proposé un référendum sur la peine de mort. Et puis il a précisé les projets du RPR en matière d'audiovisuel. Écoutez Monsieur Pons. Nous privatiserons immédiatement une chaîne sur les 3 de télévision. La deuxième chaîne, nous envisageons de la privatiser dans une période de 18 mois à 2 ans, en fonction des résultats qui auront été donnés par la privatisation de la première chaîne. Quant à la troisième chaîne, qui restera service public, nous voulons la mettre à l'abri des pressions politiques. Nous supprimerons donc la haute autorité et nous la remplacerons par un Conseil national de l'audiovisuel dont les membres ne seront pas nommés par le gouvernement, mais seront nommés en dehors du gouvernement. Les recherches pour retrouver les débris de la navette Challenger, un petit sous-marin à plonger au large des côtes de Floride pour tenter d'identifier un gros objet métallique qui pourrait être la cabine dans laquelle se trouvaient les 7 astronautes de Challenger. J'ajoute tout de suite qu'il n'y a bien sûr aucune chance pour que les astronautes puissent être encore retrouvés vivants. Pour le reste, eh bien, aucune explication n'est encore avancée par la NASA sur la catastrophe de mardi. En Afrique du Sud, les déclarations des dirigeants, notamment M. Botha, le ministre des Affaires étrangères, pour lui, l'apartheid se meurt. L'Afrique du Sud s'en éloigne définitivement, dit-il. Une bien curieuse déclaration au moment où la répression est toujours très sévère. Situation confuse en Haïti, 5 morts, une 60aine de blessés, mais le président Duvalier serait toujours au pouvoir. Le commentaire de Patricia Coste. L'armée de Baby Doc, président Duvalier, pour l'instant contient l'insurrection, mais jusqu'à quand? Déjà 5 morts et une 60aine de blessés. Mais si le bilan n'est pas plus lourd, c'est que visiblement, ordre a été donné de ne pas réprimer massivement. Car l'armée doit tenir et ne pas passer du côté des révoltés. C'est la seule chance du président à vue Duvalier. Or, si celui-ci vient de changer l'état-major qui lui reste fidèle aujourd'hui, le gros des troupes, presque aussi pauvres que le reste de la population d'Haïti, risque de déserter. Baby Doc, retranché dans son palais, n'aura plus alors que ses tontons macoutes pour le défendre. Baby Doc, alias Jean-Claude Duvalier, a fait une apparition télévisée inattendue hier. On le disait en fuite, il tient bon. Mais le peuple, lui, n'en veut plus. Il doit partir maintenant. Il est temps de changer. Arrivée de Jean-Paul II en Inde ce matin, à New Delhi. Il a été accueilli chaleureusement par les autorités indiennes. Quelques centaines d'hindous nationalistes ont manifesté leur hostilité. Jean-Paul II va rendre visite pendant 10 jours aux 12 millions de chrétiens indiens. Ce n'est pas beaucoup face aux 600 millions d'hindous. Philippe Rochaud.
Jamais un pape n'avait tenté un tel voyage en Inde. Jean-Paul II, en baisant cette terre de 800 millions d'hommes, entame ici un périple de 20 000 km à l'intérieur de l'Inde. Jean-Paul II est officiellement invité par le président de la République, Zahir Singh, et par le Premier ministre, Rajiv Gandhi, mais il a fallu des mois de négociations pour briser la méfiance des autorités indiennes. Jean-Paul II a pris un risque en venant ici. Il a reçu des menaces de mort des extrémistes hindous qui l'accusent de vouloir convertir les populations à la religion catholique. Quelques centaines d'hindous ont d'ailleurs manifesté à Delhi, à Bombay, et brûlé l'effigie du pape au cri de « Le pape en enfer ». Pourtant, Jean-Paul II, dès son arrivée dans la capitale indienne, s'est présenté en homme de dialogue envers les autres religions. Philippe Rochaud et Bernard Puissesson ont mené leur enquête en Inde sur ces chrétiens, dans cette région du Nord dont nous parlions à l'instant, dans le Bihar. Là vit une petite communauté chrétienne récente, des gens qui se sont convertis donc très récemment. Ils l'ont fait par opposition à l'oppression des propriétaires hindous. Ce croisé triomphant, c'est le père Livens, missionnaire belge qui a converti les tribus du nord de l'Inde il y a 100 ans dans ce village de Tourpa. Aujourd'hui, les missionnaires indiens ont pris le relais, comme le père Stanislas Runda. En 3 années passées parmi les tribus de Tourpa, le père Livens a fait énormément progresser la chrétienté. Il a libéré les gens et aujourd'hui encore, c'est toujours son action qui nous guide. Le père Stanislas Runda va nous présenter ses ouailles. Dans son village de Tourpa, une famille sur 2 est aujourd'hui chrétienne. Les autres sont hindous ou encore animistes. Mais pour cette population tribale, la conversion au christianisme a été surtout une manière d'échapper à l'esclavage dans lequel les conquérants hindous voulaient la maintenir. En sortant du système des castes, les paysans ont pu devenir propriétaires de leurs champs et de leurs plantations. Mais les pratiques animistes empêchent encore toute la population de passer à la chrétienté. C'est le cas du chef du village, resté païen par la force des choses. Devant le père Runda, qui nous traduit cet entretien réalisé dans la langue tribale, le Munda, cet homme explique qu'il ne peut devenir catholique parce que c'est lui qui fait les sacrifices pour le village et en se convertissant, il agirait contre l'ensemble des habitants. Le chef de ce village de Punta envoie pourtant ses enfants à l'école catholique. Son épouse est elle-même chrétienne. Elle explique que sa famille n'a pas refusé qu'elle se marie avec un païen, mais elle a fait baptiser tous ses enfants. Aujourd'hui, la population de Tourpa possède ses terres et même un puits que l'organisation Caritas a fait creuser. Les habitants de Tourpa récoltent aussi la canne à sucre, vendue 1 roupie, 1,50 franc sur le marché local. Mon frère aîné est encore païen, mais mes 3 autres frères sont chrétiens. Aujourd'hui, nous possédons cette terre et la religion catholique a été pour nous un salut. Pourtant, ce sentiment d'avoir acquis une dignité isole aussi ces chrétiens de Tourpa et les place sur la défensive. Il y a quelques mois, ces hommes se sont opposés par la force à une société hindoue qui devait construire ici un barrage pour irriguer les terres. Pour les catholiques en France demain, journée de la communication, toutes les homélies pendant les messes seront consacrées à ce problème, aux relations des catholiques avec les médias notamment. Et à d'autres dates, dans le monde entier, une journée y sera aussi consacrée. Pourquoi? Jean-Claude Darigo l'a demandé au père Di Falco. L'essentiel de la réflexion de cette journée, c'est comment dire la même chose. Dieu n'a pas changé, l'Église n'a pas changé, mais le dire autrement, c'est-à-dire dans le langage de nos contemporains. J'ai envie de dire à l'époque du TGV que l'Église n'utilise pas la diligence. Oui, mais ces gens-là sont plus tellement intéressés par le message religieux. Ben ça, c'est vous qui le dites. Pourquoi ils ne sont pas intéressés par le message religieux? Moi, je suis frappé de voir, actuellement, nous faisons tout un travail sur le Minitel, le Télétel, voir le type de questions qu'un certain nombre de correspondants Télétel posent. Les grandes questions, la vie, la mort, l'amour, pourquoi on est ici? Eh bien, les chrétiens ont des réponses à donner à ces questions, qu'ils les donnent. Ensuite, elles seront accueillies en fonction de la liberté de chacun. Est-ce qu'il y aura une 9e ou une 10e chaîne catholique? Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on en a les moyens. C'est les chrétiens qui décideront. Et les chrétiens, ils ont les moyens?
S'ils le veulent, ils pourraient les avoir. En effet, on s'aperçoit que quand les propositions qui sont faites sont suffisamment concrètes, par exemple les radios locales, on s'aperçoit qu'ils ont les moyens. Et quand on dit moyens, c'est pas seulement moyens financiers, c'est aussi accepter, donner du temps et s'investir pour composer et constituer les équipes qui sont nécessaires. Il y a combien de radios chrétiennes en France? Actuellement, on peut dire qu'il y en a autour de 17, 18, 19, ça varie. Enfin, tout à l'heure, manifestation du mouvement des sourds. Défendre la langue des signes pour les sourds et les malentendants, c'est ce que veulent les parents d'enfants sourds. Pour cela, ils défileront cet après-midi à partir de 14h30 de la Bastille à l'hôtel Matignon. Deuxième partie du journal, notre carte blanche hebdomadaire. Je vous le disais, elle est consacrée aujourd'hui à Inès de la Fressange. Alors je vous la présente, elle est mannequin vedette de Chanel, chouchou du styliste maison, Karl Lagerfeld, il faut le dire, mais surtout, elle est mannequin vedette de toutes les collections présentées pour cette prochaine collection printemps-été. Donc c'est vraiment la vedette de l'année. Elle vient d'ailleurs, paraît-il, de signer, enfin elle a déjà un petit moment signé un contrat d'exclusivité avec Chanel. On dit que vous êtes le mannequin le mieux payé du monde, ou à peu près. C'est vrai? Et qui dit ça? Je sais pas, j'ai lu ça dans les gazettes. Bon, un gros contrat. J'aimerais bien. Hein? Bon, d'accord. Alors, je vous le présente encore d'une autre manière. 28 ans, 1m81, 55 kilos. Vous aimez qu'on vous présente comme ça? Ben c'est ça, c'est la vérité. Oui. Vous n'avez pas l'impression d'être présenté comme un animal de concours quand on dit ça? Non, non. Hervé Claude, 42 kilos, 32 ans, travaillant en antenne depuis 10 ans. C'est pas tout à fait ça, mais enfin bon. Alors parlons un tout petit peu de vous d'abord, avant de voir les sujets que vous avez choisi de traiter. Alors c'est surprenant parce que, bon, on l'a dit déjà, je ne suis pas le premier à le dire, mais vous n'avez pas un physique parfait, comme on dit, et pourtant vous êtes devenu la star des mannequins. À quoi vous attribuez ça? Il n'y avait pas d'autre concurrence. Non, je sais pas, c'est un peu de la chance et puis c'est un concours de circonstances. Non, mais c'est aussi par opposition peut-être aux femmes trop parfaites, les américaines blondes, etc., non? C'est très difficile d'expliquer soi-même pourquoi on a eu du succès. Mais les autres vous l'expliquent pour vous parfois? Oui, ils expliquent tout, ils vous disent. Vous avez conscience d'être l'image de la française pour l'étranger? Ça, on le dit beaucoup, hein? Oui, mais je crois que la française n'existe pas. Déjà, je crois qu'il y a eu beaucoup de Romains qui sont venus il y a quelque temps. Puis alors après, il y a eu des Visigoths et des je ne sais quoi. Non, mais la française 1985... La française, c'est un fantasme. C'est un fantasme, mais dans ce fantasme, vous le représentez bien, en tout cas, pour les étrangers. Merci. Non, mais il paraît. Il paraît, en tout cas. Oui, oui, mais... Vous êtes très modeste, en fait. Bon, alors, vous ne voulez pas le dire. Mais enfin, des Françaises d'1m81, on n'en voit pas beaucoup. Ouais. Mais... tant mieux si je suis supposée être française, c'est très bien. Alors comment vous travaillez? Plutôt que de vous poser la question, eh bien on va voir le sujet qu'a préparé pour nous France Roche, un sujet tourné bien sûr pendant les collections chez Chanel. Pour être l'ambassadrice de Chanel, que faut-il? D'abord, bien porter la toilette, être toujours prête devant les caméras, ne pas mordre, même quand on vous demande de faire le singe. Écouter sagement les discours officiels, être de bonne humeur, même quand on s'embête, ne pas avoir peur de grossir à force d'ingurgiter des petits fours. Inès n'a pas peur, non. Au contraire, elle ne cherche que ça à grossir. Elle a sorti les tartelettes à son tailleur. Et puis savoir dire bonjour, 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 bonjour. Facile? Mais non, essayez. Vous n'en avez pas marre parfois? Bonjour. Bien alors Inès de la Fressange, en tout cas vous n'en avez pas marre de l'élégance parce que vous avez souhaité consacrer une partie de cette carte blanche à l'Égoïste. C'est un journal très chic qui n'a publié, il faut le dire, que 9 numéros en 8 ans. Il est donc rare. Le premier numéro vendu a été tiré à 4000 exemplaires, il a été pratiquement au pilon dans sa presque totalité. Le dernier, tiré à 25 000, a été épuisé en 3 jours. C'est le journal de Nicole Vichniac. Voici le reportage de Monique Atlan et François Granier. Hello, may I speak with Richard Avedon, please? It's Nicole Vichniac in Paris. Nicole Vichniac, c'est cette jeune femme de 34 ans, une rousse flamboyante née sous le signe du lion, qui dans la vie choisit de faire exactement ce qui lui plaît. Et ce qui lui plaît par-dessus tout, c'est son journal, Égoïste. Un journal qu'elle concocte avec passion du creux de son lit durant 9 mois.
une sorte de conversation amicale ininterrompue. Alors, j'aimerais parler à Françoise Sagan, s'il vous plaît. Bonjour Françoise, tu vas bien? Dis-moi, ça va très bien. Dis-moi, est-ce que ça t'intéresserait de faire un portrait de Fellini? Tu l'as déjà rencontré? Égoïste, c'est une aventure insolite dans l'univers de la presse. Un journal fait sur mesure qui adopte le parti pris de l'élégance, qui se joue en noir et blanc. Si Égoïste flirte avec la mode, c'est pour mieux retenir ce qui sera le classique de demain. Pour cela, il faut du temps. Alors Égoïste prend son temps, il ne paraît qu'une fois par an. J'ai fait une étude sur les résultats des ventes du calendrier des postes qui paraît également une fois par an et je les ai trouvés très encourageants. Je ne fais pas un journal à partir des dépêches d'agence, ni à partir des événements, ni à partir de l'actualité. C'est quelque chose qui est inventé de la première à la dernière page. C'est difficile d'obtenir que Marguerite Yourcenar vide son sac à main devant des caméras pour Égoïste. C'est difficile d'obtenir que des interviews de gens qui n'en donnent jamais, comme Richard Avedon qui donne très rarement des interviews. C'est difficile de faire travailler Helmut Newton. Tous ces gens acceptent de le faire, en plus avec très peu d'argent ou pas du tout. Et donc ça prend du temps, on est obligé de les attendre. J'ai 5 ou 6 mois de délai de fabrication pour mon journal parce que les épreuves de gravure, pour que la qualité d'impression soit bonne, sont faites et refaites jusqu'à ce que ça nous paraisse parfait. Et je crois que ce qui est important, c'est la qualité de ce qu'on fait et pas la quantité. Et au fond, ce qui m'importe, c'est que mon journal, qu'on puisse le regarder dans 2 ou 3 ans et trouver ça toujours bien. Je veux dire, c'est pas indispensable de dire Égoïste, on peut s'en passer complètement. Simplement, je veux que quand on le regarde, ce soit très beau et quand on le dit, ce soit très intéressant. C'est pas seulement une belle fille sans conversation. C'est le grand luxe de ce journal, c'est que je ne parle que de ce qui me fait, de ce dont j'ai envie de parler, des choses qui m'intéressent, des choses de mes dégoûts et de mes goûts. Si on dit que c'est un journal snob, ça vous énerve? Non, pas du tout, c'est vrai. Inès de la Fressange, vous êtes snob? Oh bah évidemment, bien sûr. Et tant mieux, ça veut dire qu'on fait un choix dans la vie et puis qu'on sent des choix comme égoïstes. Pourquoi vous avez choisi de parler de ce journal? Eh bien d'abord pour faire plaisir à la maman de Nicole Vichniac, parce qu'en ce moment elle ne la voit pas beaucoup, alors au moins c'est la voix à la télévision. Et alors ensuite, quand elle commençait toute petite à faire son journal dans sa chambre, son papa et sa maman n'étaient pas très contents, ils auraient aimé plutôt qu'elle cherche un mari. Alors elle a trouvé un mari, puis maintenant elle est à la télé, les parents sont contents. Alors après le chic, le choc, car vous avez demandé, Inès de la Fressange, de rencontrer Daniel Cohn-Bendit. Alors aussitôt dit, aussitôt fait, Daniel Cohn-Bendit est avec nous en direct de Francfort ou d'à côté, car il habite Francfort. Alors, ce que je voudrais d'abord poser une question à Inès de la Fressange. Pourquoi, c'est étonnant, vous avez 28 ans, donc vous avez peu connu les événements de mai 68, vous n'êtes pas, on peut dire, quelqu'un de cette génération-là. Non. Et pourtant, vous avez envie de rencontrer Daniel Cohn-Bendit, pourquoi? Eh bien, d'abord parce que 86, c'est l'anagramme de 68. Alors je me suis dit, qui défilait en 68? C'était Cohn-Bendit. En 86, c'est moi. Un autre défilé de mode. Non, mais c'est surtout que je l'ai souvent vu à la télévision et que je l'ai jamais entendu dire une bêtise. Alors ça se fait assez rare de nos jours. Alors Daniel Cohn-Bendit, bonjour. Je vais m'effacer. C'est Inès de la Fressange qui a décidé de vous interroger. Alors je lui laisse la parole. Inès, c'est à vous. C'est moi la journaliste. Voilà. Intimidant. D'abord, vous lui dites bonjour. 1m70, 70 kilos, non, 73 pas besoin de kilos. poser des questions, il répond tout de suite, c'est facile votre métier. Allez-y. Merci beaucoup d'abord d'avoir accepté de venir, de venir par la télévision. Je voulais vous demander, oui, hier soir j'ai essayé de vous joindre, vous étiez jamais là, à chaque fois que je téléphonais on me disait que vous étiez au cinéma. Alors qu'est-ce que vous êtes allé voir? J'ai été voir le nouveau film qui parle du procès, enfin qui met en scène le procès de Stammheim, où il y avait les 4 de la RAF, dont on sait qu'ils sont morts en prison et la cause de leur mort n'est pas connue. Est-ce qu'ils se sont suicidés? Est-ce qu'ils ont été assassinés? Il y a un film qui vient de sortir, c'est ce que j'ai vu hier soir. Non, j'en crois pas un mot, j'en crois pas un mot. J'ai téléphoné à 9h30, à minuit, vous n'étiez pas rentré. Un film si long, ça devait être autant n'emporte le vent. Ne me faites pas croire des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Ce que je voulais faire, être sportif professionnel. Ah, et Jouer maintenant, dans votre l'équipe de profession, France. c'est quoi? Comment? Maintenant, votre profession, c'est quoi? Maintenant, je suis un peu tout, un peu journaliste, un peu homme politique, un peu fou du roi dans différentes sociétés, un mélange, un Vous n'avez pas envie d'être mannequin? Oh, pas envie d'être mannequin. Si, la mode, c'est mettre une mise en scène de son propre corps, et moi, j'aime bien les mises en scène, donc pourquoi pas mettre mon corps une fois en scène? Bon, alors ça commence comme ça, la mode. Coco, pour vous, ça veut dire quoi?
Coco, ça veut dire viens, non. Oui, je veux pas dire ça veut dire Coco Chanel. Parce que il n'a pas voulu le dire. Il y pensait quand même. Oui, bon, bon. Alors, oui, je voulais vous demander aussi, j'ai demandé ça dernièrement à tout le monde au téléphone, si à ma place, qui vous auriez invité? À votre place? Oui. Platini. Cruauté, c'est plus musclé. Bon, alors... C'est très simple, parce que quand j'ai fait le reportage des championnats d'Europe pour Europe 1, j'ai rencontré Raymond Coppa et Juste Fontaine, qui étaient mes dieux quand j'avais 13 ans. Alors je voulais en finir avec la panoplie des mythes pour pouvoir vivre un peu seul, et donc j'ai dit, une fois que j'aurai Platini dans ma brochette, ça sera fini. Alors, est-ce que vous aimeriez figurer dans le dictionnaire, dans la gare de Michard ou dans le dernier numéro de Marie-Claire? Je m'excuse, le dictionnaire, j'y figure, dans différents... Donc, c'est fait. Le dernier numéro de Marie-Claire, oui. D'ailleurs, elle, une fois, m'a proposé de faire un reportage sur moi, mais il voulait que j'explique pourquoi j'étais homosexuel. Je leur ai dit, écoutez, je suis pas homosexuel, mais moi, je veux bien vous expliquer pourquoi je suis homosexuel, ça me dérange pas du tout, ça me fait plaisir. Et ils l'ont jamais fait, cet article. Donc, Vous avez des enfants? Non, non, je vis avec une femme qui a un enfant, mais moi-même, je n'ai pas l'enfant. Ah bon. Et dites-moi, Mais j'ai travaillé dans un jardin d'enfants pendant des années. Ça, c'est vrai. C'était la fameuse école alternative, on en a beaucoup parlé. C'est vrai, tout ce que je dis, c'est vrai. Non, bien sûr, mais ce que je voulais dire, ça a été une activité importante de votre vie. Oui, oui, c'est ça. J'ai fait ça pendant 5-6 ans. Ça m'a beaucoup... Ça m'a aidé, c'est bien, c'est agréable. Vous avez votre bac? Ah oui, j'ai mon bac, oui, oui. Avec c'est tout ce que mention? j'ai. Non, non. Mais là, j'étais dans une école un peu alternative, on ne donnait pas des mentions. On avait le bac, on ne l'avait pas. Mais ça, c'est bien. Mais j'ai pas passé d'autres examens. Alors, dans les couloirs d'Antenne 2, vous avez la réputation d'être un sacré séducteur. Alors, je voulais vous demander d'abord, est-ce que vous êtes timide? Pas très. Non, non pas du tout. Est-ce que vous avez des fans? Oui, oui. Et c'est très agréable parce que quand je me balade... Il paraît que c'est surtout des bonnes femmes. Non, non. Non, non. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes. Non, non. Dans tous les groupes, je remarque ça dans la rue, dans le métro, etc. Mais dites-moi, et l'apparence extérieure, les vêtements, tout ça, c'est important pour vous? Oui, mais par vague. Des fois, je vais dans un magasin, il faut que je m'achète quelque chose de neuf, ça me plaît pendant quelques mois, puis après je reviens à mon pantalon de cuir, à mes jeans, à mes polos et tout ça. Ça dépend des situations comme ça. Ah, vous réfléchissez beaucoup le matin pour Le matin? Non, mais pour s'habiller. Non, non, je lis d'abord les journaux. Non, réfléchir le matin comme ça très tôt, non, non. C'est pas bon pour la santé. Alors, si on vous propose par hasard, on ne sait jamais, si on vous propose d'être ministre, quel ministère vous aimeriez? Oh, un peu tous les ministres que j'ai dit, ce que je pourrais, pour l'instant, ce que j'aimerais mieux, c'est ministre des Affaires étrangères, parce qu'on voyage beaucoup et ça me donnerait la possibilité de changer le look d'abord, parce qu'ils sont mal habillés, ces ministres, c'est d'un conventionnel absolument horrible. Et puis deuxièmement, changer la musique aussi. Balayer la Marseillaise ou l'hymne allemand, n'importe, ça dépend dans quel pays je serais ministre d'ailleurs. Je veux bien être ministre des deux. Ça, c'est plutôt ministre de la Culture, là. Ah non, non, justement, non, non, se promener, et puis arriver, je suis le délégué de la France, ministre des Affaires étrangères, et puis on jouerait la Marseillaise, mais alors à la Rasta, on jouerait une autre chanson, on changerait tout le temps, c'est-à-dire avoir un comportement différent, ça me plairait. On va s'arrêter là. Pour ce qui est du contenu politique, de ce que je ferais, ça j'en discuterai dans mon émission Face à Face avec Georges Marchais et Le Pen sur la 5 la semaine prochaine. Alors, on va s'arrêter là bientôt, Daniel Cohn-Bendit, mais c'est vrai que vous avez une véritable ambition politique? Oui, j'ai toujours eu une ambition politique et je crois qu'un jour je serai ministre, j'en suis même persuadé. Merci Daniel Cohn-Bendit, merci de s'être prêté à cette interview étonnante, bravo Inès. Vraiment, vous avez rempli votre rôle de journaliste parfaitement. Et merci donc pour avoir fait cette carte blanche. Nous arrivons maintenant à sa conclusion. Conclusion de la carte blanche, donc, avec Inès de la Fressange, mannequin vedette des collections été-hiver, et puis d'autres collections encore. Voilà, il nous reste maintenant, dans un tout autre domaine, à parler des prévisions du tiercé pour demain. C'est le rôle de Pierrette Bresse. Pierrette, les pronostics pour le tiercé.
Dimanche dernier se courait le fameux prix d'Amérique gagné par Ourasi, drivé par Jean-René Goujon. Alors il est bien évident que dans cette course, plusieurs concurrents ont été très déçus de ne pas participer à l'arrivée. Et bien demain, ils vont pouvoir essayer de tenter à nouveau leur chance dans le prix de France. Malheureusement, ils ne seront pas suffisamment nombreux pour que cette course serve de support au Paris-Tiercé. Alors c'est le prix de Nevers qui a été choisi pour servir de support au Paris-Tiercé de demain après-midi. Et bien le prix de Nevers, il s'agit d'une course aux 3 clés longues de 2650 mètres qui s'adresse aux chevaux et aux juments âgés de 5 à 6 ans, les hauts et les P. Ce sont des chevaux que vous avez l'habitude de voir très souvent dans des courses semblables. Il s'agira par exemple de trouver Prince Satou, Picarella, Olaf Tourterelle, enfin beaucoup de chevaux comme cela, très connus dans les tiercés. Nous sommes comme chaque semaine sur les pistes d'entraînement à Grosbois et nous attendons les entraîneurs. Tiens, justement, je vois arriver vers nous Jean-Loup Pepian qui toujours plusieurs chevaux engagés dans les courses à tiercé. Nous allons lui demander qui il a l'intention de courir dans ce prix de Nevers. Jean-Loup Pepian, vous avez engagé plusieurs chevaux dans le prix de Nevers dimanche. Quels sont ceux qui vont participer à ce tiercé? Dans le prix de Nevers, je vais garder dimanche, je crois, en tête sous mon patte de Crépieux. Il n'a fait qu'une course cet hiver, bon, une course de rentrée l'autre jour. Et en plus, surtout que j'ai mes chevaux, ils me paraissent tous bien en ce moment. Comme Minou du Donjon et Ogorek dimanche, avant le prix d'Amérique, ils me paraissent bien et ils sentent en incubation et tout, pas la grippe. Alors on croit qu'ils sentent bien et au moment de la course, ben, les chevaux ils se traînent pas, ils manquent de jus et ils ont du mal à finir un parcours. Alors il y a quand même des risques à prendre en ce moment avec mes chevaux. Si l'écurie de Jean-Loup Pepian n'est pas en forme en ce moment, il n'en va pas de même pour l'écurie de Paul Verhoeven. Aussi, dans le pronostic que je vous propose de jouer maintenant pour ce tiercé dans le prix de Nevers, eh bien, j'ai choisi de placer en tête de ma sélection 2 élèves de Paul Verhoeven. Pabello, le numéro 17, Onis Desnoyers, le numéro 19. Ensuite, Picarella, le numéro 12, Paysan du Sorté, le 4, Orcello, le numéro 10, Hors du Loir, le 7, Piquel, le numéro 18, et ensuite le numéro 11, Onika GD. Je répète leur numéro, 17, 19, 12, 4, 10, 7, 18 et 11. Très vite, pour ne pas manquer le début du match de rugby, France-Irlande sur Antenne 2, un peu avant 15 h cet après-midi. Je referme ce journal. Excellent après-midi à tous.